Bienvenue dans la ville de Jalapa. Jalapa, ça vous dit peut-être pas quelque chose. Premièrement, c'est la capitale de l'État de Veracruz. Et on peut l'écrire soit avec un X ou avec un J, parce que les deux ici se prononcent de la même façon au Mexique. Encore là, ça ne vous dit rien si je vous dis que les habitants s'appellent des jalapenos. Jalapenos, vous savez très bien c'est quoi? Ce sont les petits piments très, très, très forts. Ah ben, ça vient d'ici, ça vient de cette région ici dans l'État de Veracruz. Ça a été cultivé de famille en famille depuis des centaines d'années et ce qui a donné le nom à la région. Nous allons visiter ensemble des musées, bien entendu. C'est ici que vécurent les Olmecs, une nation datant de plusieurs milliers d'années. Ça va être intéressant d'en apprendre un peu plus sur cette nation. On va également visiter sûrement la cathédrale de Zocalo. Plusieurs choses à découvrir après cette brève description de la ville de Jalapa. Jalapa, officiellement Jalapa Enríquez, parfois aussi nommée Jalapa, est une ville située dans le golfe du Mexique, capitale de l'État de Veracruz. La ville se situe sur les contreforts est du massif montagneux de la Sierra Madre orientale et au sein de la cordillère néovolcanique, dont le volcan Cofre de Perote, culminant à 4282 mètres, se situant à une dizaine de kilomètres à l'ouest. La première partie du nom de la ville de Jalapa Enríquez vient du nahuatl Alapan, qui signifie source d'eau dans le sable. Sa seconde partie a été adjointe en 1892, en l'honneur du gouverneur de l'État, Juan de la Luz Enríquez Lara, gouverneur entre 1884 et 1892. Les Totonacs furent le premier peuple qui s'établit autour de la colline. Les Aztèques envahirent le territoire pendant la seconde moitié du XVe siècle. Toute la région devint ainsi la possession de l'Empire aztèque jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Les Olmecs ont également habité la région plusieurs milliers d'années auparavant. Et nous revoici dans une ville avec des côtes. Des côtes et des côtes, c'est bon pour le poids et c'est bon pour la santé. Alors, voilà. Ouf, ouf, que c'est essoufflant. Vous avez vu toutes les rues qu'on a faites? C'est incroyable. Il n'y en a pas une qui monte pas, mais qui descend pas. On dirait qu'on est vraiment sur une montagne, sur un pic. Mais en tout cas, on va revenir en forme de ce voyage-là. Croyez-moi qu'on va être beau à voir en maillot de bain cet été. J'avais comparé les rues de Oaxaca à la ville de Québec pour ceux qui la connaissent. Mais pour pas faire mon chauvin, je vais comparer les rues ici aux rues de San Francisco. Et en plus, regardez un genre de tramway comme à San Francisco. Alors, comme je vous disais, les rues sont en pente. Ils viennent du haut de la montagne. Et imaginez-vous, durant la période des pluies, comment ça peut être. Et ici, pour pallier à ça, ils ont trouvé une solution. La hauteur des trottoirs est phénoménale. On dirait un mur, mais c'est un simple trottoir. Alors, l'eau part d'en haut, elle coule dans la rue, et comme ça, elle s'écoule jusqu'en bas, et la rue devient comme un énorme dallo. Et regardez bien ce qu'on appelle là, des grilles ou des trous d'hommes, là. C'est énorme. La période des pluies au Mexique est de fin mai à fin octobre. Dans la ville de Jalapa, c'est en juin qu'on retrouve la plus grande quantité de pluie, avec une moyenne de 200 mm d'eau. Dans la partie basse de la ville, que je vais appeler la Basse-Ville, on retrouve le parc de Los Lagos, qui veut dire le parc des lacs. Il y en a deux beaux petits lacs. Alors, la végétation est très bien entretenue, il y a des fleurs, il y a une promenade tout le tour, on peut louer des drôles de petits véhicules, on peut se balader et relaxer, c'est vraiment très beau.
Et tout le long, comme ça, de la promenade, il y a différents petits kiosques de toutes sortes de trucs qu'on retrouve un peu partout, mais il y a des choses un peu spéciales, dont ce que je vais vous présenter à l'instant. On appelle ça une rica latas. C'est fait à partir d'un navet. Alors, le jeune homme coupe le navet, comme ça. Par la suite, il va ajouter du chamoy. C'est comme une sauce un peu piquante qu'il appelle douce, mais il va le mettre comme ça sur le navet. Le chamoy est une sauce mexicaine composée d'abricots secs sucrés, de piments épicés, d'assaisonnement tagine salé et de fleurs d'hibiscus acidulées. Et par la suite, il ajoute la poudre à la saveur de notre choix. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a différentes sortes de saveurs vraiment spéciales. Alors, la plus populaire, c'est la piquante, bien entendu. Et voilà, le travail est fait. Et c'est 10 pesos, c'est 75 sous. Vraiment pas cher. Ici aussi, comme l'a vu la coutume au Mexique, alors on n'aime pas ça, les murs blancs ou gris. Alors on les peinture, c'est coloré, c'est beau, c'est vivant, c'est mexicain. Alors là, on va faire une petite pause pour se relaxer dans le Zocalo. Comme je vous ai déjà dit, le Zocalo, c'est le parc central, le parc principal d'une ville, normalement à côté de la cathédrale. C'est le point central de rassemblement pour les gens, soit la fin de semaine ou le soir ou les journées fériées, pour grignoter, pour s'amuser, pour relaxer. Le parc, dédié à l'ancien président mexicain Benito Juárez, a été inauguré en 1892. Localisé en partie sur une terrasse en hauteur, le parc offre aujourd'hui, dans un environnement naturel, un point de vue sur la ville et les reliefs environnants, dont les volcans de Cofre de Perote et le pic d'Orizaba. Et juste à côté du Zocalo, bien entendu, on retrouve la cathédrale. Ici, on l'appelle la cathédrale métropolitaine de l'Immaculée Conception, que nous allons visiter à l'instant. La cathédrale de l'Immaculée Conception est l'église la plus importante de tout l'État de Veracruz, puisqu'elle est le siège de l'archidiocèse de Jalapa. Elle est l'un des principaux monuments de la ville. Ce temple est de style baroque et néogothique et est situé dans le centre historique de la ville. De 1678 à 1684, l'église fut construite des pierres apportées de tout l'État de Veracruz suite à l'incendie de la première église en bois datant de 1641. Elle est alors dédiée à l'Immaculée Conception, à sainte patronne religieuse de Jalapa. La tour est de la cathédrale est surmontée d'un petit dôme dans lequel on peut voir une horloge apportée de Londres en 1778, qui fut, pendant longtemps, la meilleure de la Nouvelle-Espagne, et elle fonctionne encore. Le clocher est composé de 6 cloches au total, dont une qui est la plus grande de tout l'État de Veracruz, et qui n'est sonnée que tous les dimanches pour appeler l'archevêque à la messe. À l'intérieur du temple, on peut apprécier le style baroque, avec les moulures et les détails qui surmontent les grandes colonnes et les voûtes en feuilles d'or. La cathédrale est la seule de l'État de Veracruz à posséder un immense orgue tubulaire de style néogothique datant du XIVe siècle. Pendant la guerre des Cristeros, qui a eu lieu dans le pays en 1926, l'un des événements les plus importants et les plus regrettables fut celui du matin du 6 mars 1931, lorsqu'une bombe fut placée dans la cathédrale de Xalapa, faisant plusieurs blessés parmi les fidèles. Le palais de la gouverneure de l'État de Veracruz, actuellement en rénovation majeure, se dresse face à la cathédrale. La construction de l'actuel palais de style néoclassique a débuté en 1855,
mais la fonction du bâtiment était alors celle de palais municipal. Nous allons maintenant visiter le musée d'anthropologie de Jalapa, le deuxième plus grand musée du Mexique. On y retrouve 2500 artefacts des différents peuples ayant habité la région, soit les Olmecs, les Totomacs et les Huastecs. Bienvenue au musée d'anthropologie de Jalapa, également connu sous son acronyme MAX. Le premier musée d'anthropologie a été créé en 1957 et inauguré le 20 novembre 1960. En 1966, un espace a été construit pour conserver le matériel ethnographique. Le projet actuel du musée a émergé dans le cadre de l'Université Veracruzana en 1986, soutenu par le gouverneur de l'époque, Agustín Acosta Lagunes, qui a ordonné la construction d'un nouveau bâtiment qui a été inauguré la même année. L'espace d'exposition MAX s'étend désormais sur plus de 9000 mètres carrés et présente près de 2500 pièces d'art préhispaniques. Cet espace comprend un hall d'entrée, une galerie de 18 niveaux, 6 chambres et 3 patios couverts. La forme allongée et la disposition consécutive dans laquelle la collection permanente est présentée rendent hommage à la géographie de Jalapa. À l'image de la ville de Jalapa, qui est en pente avec des centaines d'escaliers, le musée est formé de 18 paliers, regroupés par des escaliers. Les fenêtres carrées que l'on retrouve partout au musée évoquent les niches caractéristiques de l'architecture que l'on retrouve sur le site archéologique précolombien le plus important de l'État de Veracruz, El Tajín, construit possiblement par le peuple Totonac vers l'an 600 de notre ère. Le bâtiment est entouré de vastes jardins avec une végétation luxuriante. Ces espaces abritent la deuxième plus grande collection d'art mésoaméricain préhispanique au monde, environ 2500 pièces, provenant principalement des cultures Olmec, Totonac et Huastec, ainsi qu'une vaste exposition sur l'ethnographie des peuples autochtones actuels de l'État de Veracruz. Voici maintenant le temps de visiter les 3 salles d'exposition. La salle Olmeca. Le terme Olmec, issu du terme nahuatl Olmeca qui signifie les gens du pays du caoutchouc, désignant la côte du Golfe, région riche en arbres tropicaux produisant cette matière. Le peuple Olmec est la plus ancienne civilisation connue de Mésoamérique formée du Mexique, le Guatemala, le Salvador et l'Honduras. Ils se sont épanouis de 2500 ans jusqu'à 500 ans avant notre ère, sur la côte du golfe du Mexique, le long de la côte pacifique. La culture Olmec est considérée comme la culture mère, parce qu'elle aurait construit la première ville de Mésoamérique et peut-être le plus ancien centre urbain de toutes les Amériques, soit la ville de San Lorenzo, 900 ans avant notre ère. L'étude des peuples Olmec débute en 1862 avec la découverte fortuite de cette première tête colossale. 16 autres têtes similaires furent découvertes par la suite. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent sur le rôle déterminant de cette culture dans le développement des peuples préhispaniques. Des Zapotèques aux Aztèques, en passant par les Mayas et les Toltèques, toutes les civilisations de l'Amérique moyenne vont puiser leurs racines à cette source. Derrière moi, on retrouve une des statues représentant la tête d'un Olmec. Les Olmecs qui se distinguent par leurs traits du visage différent de ce qu'on connaît habituellement des indigènes qui ont vécu en Amérique latine. En plus des traits faciaux typiquement africains, le peuple Olmec est également souvent représenté avec des traits asiatiques, comme ici sur ces figurines creuses en céramique retrouvées sur divers sites Olmec. Ils représentent des nourrissons humains asexués connus sous le nom de baby face dans différentes attitudes corporelles et gestes.
Il présente la déformation crânienne tabulaire dressée qui produit la tête de poire typique des Olmecs. Un sujet qui me préoccupe et qui m'intéresse particulièrement, c'est que les peuples préhispaniques, plusieurs d'entre eux avaient une cérémonie assez spéciale. Ils attachaient la tête de leurs enfants dans un mécanisme afin de leur faire allonger le crâne. Alors ici, on peut voir de nombreux crânes allongés. Ceux qui ne le savent pas à quoi servait cette technique d'étirement du crâne, ça servait à ressembler à leur dieu. Et on a vu plusieurs statues de leurs dieux qui, justement, avaient le crâne allongé. Et mon opinion et l'opinion de plusieurs personnes, c'est que les dieux en question ressemblent étrangement à ce qu'on se fait de l'idée à quoi ressemble un extraterrestre. Je vous laisse en juger par vous-même. La salle Totonaque. Les Totonacs vivaient sur les côtes montagneuses de l'est du Mexique, à l'arrivée des Espagnols en 1519. De nos jours, ils résident dans les États de Veracruz et de Puebla. Un des 3 principaux centres Totonacs était Jalapa, peuplé par environ 120 000 habitants. Ils ont bâti la cité précolombienne de El Tajín, vers l'an 600 de notre ère dans l'État de Veracruz. Ils étaient les premiers producteurs mondiaux de vanille. Les femmes Totonacs étaient expertes en tissage et broderie. Les Totonacs pratiquaient une cérémonie appelée la danse du volador, Danza de los Voladores. Il s'agissait à l'époque d'un rituel et non de simples tours d'acrobatie. Il se compose d'une danse et de l'escalade d'un poteau de 30 mètres, à partir duquel 4 des 5 participants s'attachent les jambes avant de se lancer dans le vide en tournant et en descendant progressivement vers le sol. Le 5e reste au-dessus du mât, en dansant et en jouant de la flûte et du tambour. Selon un mythe, le rituel a été créé pour demander aux dieux de mettre fin à une grave sécheresse ou de favoriser la fertilité des femmes du village. De nos jours, on peut voir un peu partout au Mexique des voladores, mais bien entendu sous forme de spectacles folkloriques. La salle Huaxtec. L'ancienne civilisation Huaxtec est l'une des civilisations précolombiennes de Mésoamérique. Elle était établie dans la région de Huasteca, située le long de la côte du golfe du Mexique, à l'époque préhispanique. Leur culture est apparue aux environs du Xe siècle avant notre ère. Le mot Huaxtec est une déformation du mot nahuatl, Cuexteca, qui signifie « gens du cuir », par lequel les Aztèques les désignaient. Les Huaxtèques ont construit des temples sur les pyramides mésoaméricaines déjà existantes et réalisé des sculptures et produit des poteries finement décorées. Les Huaxtèques possédaient la caractéristique inhabituelle d'être l'une des rares cultures qui avait atteint la civilisation et construit des cités, mais ne portaient pas habituellement de vêtements. Ils étaient admirés pour leur qualité de musiciens par d'autres peuples de Mésoamérique. Vers 1450, les Huaxtèques ont été vaincus par les armées aztèques. À partir de cette date, les Huaxtèques ont commencé à payer un tribut à l'Empire aztèque, mais ont conservé dans une large mesure leur autonomie. Les Huaxtèques ont été conquis par les Espagnols entre 1519 et 1530. Avec la conversion forcée à la religion catholique, ils ont été contraints de porter des vêtements. On retrouve ici à Jalapa l'Université de Veracruz avec de très nombreux pavillons répartis sur un grand terrain boisé vraiment magnifique. Il y a des stades de baseball, des stades de football, des piscines olympiques. C'est vraiment très bien organisé, ce qui explique également pourquoi il y a énormément d'étudiants ici dans la ville.
On est rendu sur une rue d'artisanat qu'on appelle la rue des Diamants, Calle de los Diamantes. Alors, on jette un petit coup d'œil là-dessus. Alors là, on cherche un souvenir avec des jalapenos. C'est la ville des jalapenos et il n'y a pas de jalapenos. Alors, même dans les aimants comme ça, on devrait trouver un aimant marqué jalapa avec un petit piment. Ben non. C'est quasiment impossible, mais on a trouvé notre souvenir de jalapa avec un chili, un piment, marqué jalapa. La dernière table, sinon, ben, on abandonnait. Mais on l'a eu, c'est magnifique. Oui, on s'en va au jardin botanique. Mais ce qu'on peut déplorer ici, à Xalapa, c'est les attractions touristiques sont pas au centre-ville. Il faut toujours prendre un autobus, un taxi, un collectivo. Et là, on a pris un autobus puis on voulait marcher une trentaine de minutes dans la campagne. C'était fantastique, mais finalement, c'est une campagne, oui, mais les trottoirs sont à 45 degrés et on se fait frôler par les camions. Alors, c'est pas très relaxant, mais on va arriver dans 40 mètres au jardin botanique. On lâche pas, on continue. Alors, nous voici rendus au fameux jardin botanique. Alors, il faut tenir compte qu'on est le printemps et que c'est l'été, durant la période des pluies, qu'il y a le plus de fleurs. Donc, vous allez voir, c'est comme plutôt une petite jungle miniature, un petit parc où il y a plein de gens qui viennent faire différentes activités qu'on va voir ensemble. Bonne visite! Le jardin botanique Francisco Javier Clavigero, fondé en 1977, est un arboretum et jardin botanique de 38 hectares au total, dont 30 hectares de forêt préservée dans une ancienne plantation de café et 8 d'exposition botanique elle-même. Il doit son nom au prêtre jésuite Francisco Javier Clavigero, auteur de l'histoire ancienne du Mexique. À ses débuts, le jardin était consacré à l'étude, à la protection et à la diffusion des plantes qui habitent la région de Jalapa et ses environs. Il est administré par le gouvernement de l'État, la municipalité et l'Institut écologique. Comment parler des plantes du Mexique sans parler de... Non, pas le cactus, le maïs. Le maïs est la culture la plus importante du Mexique. On estime que 3 millions d'agriculteurs cultivent le maïs. Et bien sûr, qui dit Mexique également dit repas en famille. Un incontournable. Et bien sûr, un endroit idéal pour les amoureux. Et devinez quoi? Il y a encore des côtes! Et dans un jardin botanique, c'est la place idéale pour prendre des photos de mariage. Également de belles photos à prendre pour la fête du 15 años. Il y a environ 700 sortes de plantes carnivores dans le monde. Et au Mexique, il y en a 70. Ici, il y en a une en particulier. La manière dont ça fonctionne, la plante sécrète un liquide qui attire les insectes. L'insecte s'approche, entre à l'intérieur et il se noie au fond de la plante. Mais la plante ne se referme pas là, comme certaines catégories de plantes carnivores, pas celle-ci. Il y a encore moins comme dans les films d'horreur ou les dessins animés.
ici, on retrouve les différentes ruches d'abeilles. Bien entendu, nécessaires à la pollinisation. J'en ai fait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter mon vidéo car j'adore vous lire et à le partager. On se dit à bientôt pour une autre excursion quelque part dans le monde. Hasta luego!